Bonsoir. Nous commençons ce soir un feuilleton politique en 10 épisodes, spécial présidentiel 2012. Je suis sûr que vous l'avez compris, il s'agit de l'interview de chacun ou de chacune des candidats ou de leurs représentants à l'élection présidentielle. 7 hommes, 3 femmes, qui vont nous expliquer pourquoi ils sont candidats et ce qu'ils feront s'ils étaient élus. Grands ou petits candidats, comme on les appelle, selon qu'ils ont plus ou moins de chances de figurer au second tour, ils seront tous traités de la même façon. Je suis allée les rencontrer à leurs quartiers généraux, à Paris ou près de Paris, et je leur ai posé des questions sur leur programme et surtout ce qu'ils avaient à nous proposer, à nous, pour une vie plus facile. Vous les retrouverez chaque soir pendant une vingtaine de minutes à cette heure-ci, à 20h sur IDF1. Aujourd'hui, place à Nathalie Arthaud, candidate du mouvement trotskiste Lutte ouvrière. Elle est professeure d'économie et de gestion à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Elle est conseillère municipale de Vaux-en-Velin et elle a longtemps été le porte-parole d'Arlette Laguillet, vous savez, la candidate qui s'était présentée 6 fois de suite à l'élection présidentielle. Voici Nathalie Arthaud. Nathalie Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la benjamine des candidats à l'élection présidentielle. Vous avez été désignée par votre parti, Lutte ouvrière, en 2010, après avoir été longtemps porte-parole de ce mouvement. Alors, pourquoi vous ? Eh bien, effectivement, j'ai été porte-parole nationale de Lutte ouvrière depuis décembre 2008. Mes camarades ont considéré que je faisais bien, je tenais bien cette fonction de porte-parole. Donc voilà, ils m'ont demandé effectivement d'assumer cette candidature, cette lourde tâche, mais qui est pour moi en fait un prolongement. Prolongement de mon activité militante, tout simplement. Est-ce que vous vous sentez en prolongement avec Arlette Laguillet ? Ah, sans aucun doute. Vraiment, c'est une continuité pour moi. C'est vraiment la même politique, les mêmes convictions, la même révolte et la même envie de changer la société. Et vous allez être candidate 6 fois comme elle à la présidence ? Ah, j'espère que les choses changeront d'ici là, qu'il y aura bien des événements dans la société, des événements sociaux qui feront que les choses avanceront aussi. Vous dites, lorsqu'on vous pose la question sur votre programme, j'ai lu ça sur votre blog, on me reproche de ne pas avoir de programme pour cette élection. Ceux qui me font cette critique ne se trompent pas tout à fait, dans le sens que je n'ai pas de programme réalisable dans le cadre d'une élection. Mais qu'est-ce que ça veut dire, puisque vous vous y présentez à cette élection ? Oui, je m'y présente pour défendre un programme. Mais c'est un programme de lutte. C'est-à-dire que je suis consciente que lorsqu'on revendique l'interdiction des licenciements, lorsqu'on revendique même un SMIC à 1 700 €, je suis bien consciente que cela, il va falloir aller l'arracher, l'imposer au patronat, et qu'en réalité, ça ne sera pas imposé par aucun gouvernement, aussi bien attentionné qu'il soit d'ailleurs vis-à-vis des travailleurs, parce que à chaque fois qu'on a vu des gouvernements se succéder, y compris de gauche, ils ont toujours finalement craqué, reculé face aux pressions et au chantage du patronat. Donc moi je dis que ces revendications-là, qui sont pour moi vitales, indispensables et urgentes d'imposer, eh bien il va falloir effectivement les arracher au travers de luttes sociales. Et c'est ce sens-là que je donne à cette idée de programme de lutte. Et je suis bien convaincue qu'il va falloir renouer, oui, avec des grandes mobilisations si on ne veut pas reculer toujours et encore. Donc l'élection est un cadre, mais il n'est pas suffisant. Elle n'est pas suffisante. L'élection, ça me permet, moi, de défendre mon programme pour les travailleurs. J'ai un programme comme les autres. La différence avec les autres, c'est qu'effectivement, je ne suis pas une marchande d'illusions et que je ne dis pas « regardez ce que je vais faire une fois élu » et puis au final, rien ne se passe. Rien ne se passe. Pourquoi ? Parce qu'on nous explique que c'est la crise, parce qu'on nous explique que les marchés financiers demandent d'être payés, rubis sur ongle. Donc voilà, non, moi je connais très bien effectivement la situation, je sais qu'on est dans une période de crise, je sais que dans cette période de crise, le grand patronat, pour s'en sortir indemne, pour préserver ses profits, ses dividendes pour les actionnaires, eh bien il est prêt à faire reculer les travailleurs, à les mettre dehors, à aggraver les cadences, l'exploitation quotidienne. Et je sais que face à ça, il faut effectivement entrer dans un bras de fer. Il ne faut pas se laisser faire, il faut se défendre et que les travailleurs doivent se défendre là où ils sont et avec leur propre moyens de défense, c'est-à-dire les grèves et les manifestations. Certains candidats sont des candidats de témoignage. Vous diriez plutôt que vous êtes une candidate de lutte. Oui, je suis une candidate de lutte. Alors moi,
ce terme de candidature de témoignage, je ne le réfute pas. Bon, mais vous savez, en réalité, il y en a deux qui peuvent espérer être élus réellement, et tous les autres, de ce point de vue-là, sont des candidatures de témoignage. Mais l'avantage que j'ai sur eux, c'est qu'au moins, moi, je témoigne d'une toute autre politique et d'une toute autre perspective. Parce que je suis aussi dans cette campagne une candidate communiste révolutionnaire, c'est-à-dire qui défend cette perspective de changer la société de fond en comble, cette idée qu'on n'a pas à se résoudre à cette économie aveugle basée sur la loi du profit, la concurrence, sur cette propriété privée capitaliste qui nous mène à la faillite. Donc je témoigne aussi, mais voilà, j'indique aussi une voie complètement différente. Je ne me résous pas à subir cette tutelle du grand patronat et de la grande bourgeoisie. 3 idées clés dans ce que vous allez et dans ce que vous défendez. D'abord, l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous sans diminution de salaire. Est-ce que c'est possible ça? On interdit les licenciements, on répartit également le temps de travail? Oui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement tout, et c'est les licenciements qu'on voit, c'est une hémorragie depuis que la crise a démarré. 900 usines ont fermé en 3 ans, c'est-à-dire une par jour. Donc là, il faut mettre un garrot. Donc nous disons oui, l'interdiction des licenciements. Et on voit que c'est le fait de grands groupes comme Peugeot, Citroën, de grands groupes comme ArcelorMittal, comme Unilever, qui est responsable de la fermeture de Fralib, Petroplus, qui dépendait en réalité de Shell. Et tous ces grands groupes, eh bien, ils ont cette politique de dire que pour faire face à ce trou d'air de l'économie, eh bien, on va accentuer l'exploitation de quelques-uns, donc on va fermer des sites et on va charger finalement les autres ouvriers qui restent au travail, on va les charger avec encore plus d'heures, avec encore plus d'intensité dans le travail. Donc nous disons que non, ça, il ne faut pas l'accepter. Aucun travailleur ne peut accepter d'être mis sur le carreau. Dans la période actuelle, ça veut dire forcément être condamné au chômage longtemps, être condamné à la misère, à glisser petit à petit vers la pauvreté. Donc non, et il faut forcer au contraire ce grand patronat à préserver tous les emplois et qu'il répartisse l'activité entre tous les sites, entre tous les ateliers, entre tous les ouvriers. Répartition du travail, de l'activité qui reste à faire, mais on préserve évidemment les salaires à 100%. 2 questions. D'abord, vous parlez de grands patronats, de grandes entreprises. Qu'est-ce qui se passe pour les petites et moyennes entreprises quand ils rencontrent la crise? Alors, d'abord, il faut regarder, il y a toujours petites entreprises. Tout le monde n'est pas au même niveau. Il y en a y compris des PME qui sont riches, qui souvent d'ailleurs sont des filiales de grands groupes. Donc après, un certain nombre effectivement subissent des difficultés. Mais ces difficultés-là, nous ne voyons pas, nous, pourquoi ce sont les travailleurs qui doivent les payer avec ce qu'ils ont de plus cher, leur emploi et leur salaire. Donc ces difficultés-là, qui souvent ont l'origine d'ailleurs, ont pour origine le diktat des banquiers ou le diktat même d'un grand donneur d'ordre qui comprime les marges, qui a signé le contrat de sous-traitance pour justement pour avoir une part belle, lui. Donc tout cela, il faut ne pas l'accepter et aller effectivement chercher l'argent pour maintenir les emplois, y compris dans ces PME, dans ces petites entreprises, dans ces grands groupes, dans ces donneurs d'ordre-là. Pas de différence selon que l'entreprise fait des bénéfices ou qu'elle n'en fait pas? Non, pas de différence. Parce que alors ça, vous savez, ils savent très bien s'y prendre, ils savent très bien faire. Ils dissimulent les bénéfices? Bien sûr qu'ils dissimulent les bénéfices. Ils payent des gens très compétents pour ça, les comptables qui savent faire passer les bénéfices d'une année en provision. Vous savez, ça se prépare des années à l'avance, ces fermetures d'usines et de sites. Tout ça, c'est très préparé, c'est programmé, c'est calculé. Et ils savent très bien y faire. Alors justement, nous, pour s'opposer et pour empêcher ce genre, y compris de tripatouillage comptable, nous sommes pour le contrôle. Pour le contrôle des travailleurs sur les comptes, sur les finances des entreprises. Ça fait partie effectivement de ce programme de lutte, mais nous pensons que les secrétaires, que les comptables, que les petites mains, que tous ceux qui participent à l'activité de l'entreprise peuvent, y compris mettre sur la table justement toutes ces décisions. Alors vous demandez en même temps une augmentation générale des salaires, des pensions, des retraites. Est-ce que tout ça est possible, et du SMIC, et du salaire minimum, est-ce que quand même si on veut être une candidature de témoignage, on peut demander tout ça à la fois?
Ah ça, c'est pas du témoignage, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est vital. Vous voyez, on est dans une période de crise. On nous dit que vraiment, c'est une période noire pour l'économie. Et en même temps, ils ont quand même trouvé de quoi préserver les grandes fortunes. Ils ont trouvé de quoi préserver les dividendes des actionnaires, et même mieux pour ceux du CAC 40, puisqu'ils ont augmenté. Ils ont augmenté de 30% pendant cette période de crise, hein, alors que ce sont les mêmes qui nous expliquent que justement, il n'y a plus de quoi augmenter les salaires. Vous voyez, chez Renault, en ce moment, ils ont diminué la prime d'intéressement pour cette année. Et en même temps, Renault s'est engagé d'ores et déjà auprès de leurs actionnaires pour dire que l'année prochaine, en 2012, leurs dividendes seraient multipliés par 4. Alors aujourd'hui, les ouvriers de Renault doivent se battre pour avoir une augmentation de salaire qui corresponde au moins à l'augmentation des prix. Alors voilà, et bien c'est ça la réalité. La réalité, c'est que pour les plus riches, pour ceux qui dominent, il y a de quoi augmenter, effectivement, mais pour les salaires, il n'y a pas de quoi. Donc nous disons que la réalité, c'est qu'il y a de l'argent pour augmenter, que ça serait, y compris cette revendication, vous savez, d'augmentation de salaire, c'est un rattrapage. C'est un rattrapage, simplement, des salaires, parce que tous les prix ont augmenté, à un rythme très important, surtout pour les classes populaires, et c'est pas mesuré par l'indice officiel de l'inflation, ça c'est pas vrai. Donc tous les prix ont explosé, le gaz, l'électricité, le carburant évidemment, les produits alimentaires, et aucun salaire, aucune pension de retraite, aucune allocation n'a augmenté au même rythme. Donc c'est un rattrapage. C'est pourquoi vous demandez une indexation du salaire sur le niveau de la vie. Oui, c'est-à-dire qu'il ne suffira pas seulement d'obtenir ce rattrapage. Mais si on veut effectivement ne pas avoir sans cesse à courir après les prix et sans cesse se retrouver appauvri parce qu'on constate que tout augmente sauf le salaire, il faut obtenir effectivement, c'est une vieille revendication du mouvement ouvrier, c'est l'échelle mobile des salaires et des pensions de retraite. C'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque augmentation de prix, eh bien, on augmente les salaires. Racontez-moi votre interprétation de la crise. Vous dites que les travailleurs n'ont pas à payer la crise qui a été déclenchée par d'autres. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que la crise, elle existe quand même, elle est là. On ne peut pas la nier. Or, on a l'impression que vous la gommez quelque part. Ah non, mais attendez, c'est ce que je la gomme absolument pas, mais je dis qu'il y a encore des profits qui sont réalisés. Je dis aussi qu'il y a eu des profits qui ont été accumulés dans le passé, qu'il y a des grandes fortunes privées qui se sont bâties sur le travail de tout un chacun, et que la moindre des choses, c'est que les travailleurs puissent continuer à vivre. Ils ont aussi un droit à l'existence dans cette période de crise, donc un droit à un salaire et à un emploi. Moi, je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement le monde du travail, ceux qui ont fait leur boulot et qui font tout tourner dans l'économie, pourquoi ils doivent être sacrifiés dans cette crise. Moi, je pense que oui, c'est une mesure de bon sens, d'urgence. Hein, c'est se placer du point de vue des travailleurs, de dire, eh bien, voilà, le minimum, c'est ça. Le minimum, c'est d'assurer effectivement leur emploi, d'assurer leur salaire. De ce point de vue, la proposition de François Hollande des 75%, de la taxation des 75% au-delà du million va dans le bon sens pour vous? Elle est suffisante? Il l'a dit lui-même, c'est une mesure qui est symbolique. Eh bien écoutez, je partage ce point de vue-là, et surtout je ne vois pas en quoi cela va faire que les travailleurs, eux, auront moins d'impôts à payer. Je ne vois pas en quoi cela va améliorer le sort quotidien des travailleurs. Ça, je ne vois pas. Et dans les engagements de Hollande, enfin dans ses promesses de campagne, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y en a aucune vis-à-vis des classes populaires et vis-à-vis des travailleurs. Aucune. Alors là, c'est une façon, si vous voulez, assez simple, assez facile d'essayer de se distinguer de Nicolas Sarkozy sur la justice fiscale, entre guillemets. Moi, je vais vous dire que le minimum de la justice fiscale, hein, s'il fallait parler de justice fiscale, le minimum, ça serait de supprimer cette TVA. Cette TVA qui est l'impôt le plus injuste et qui pèse sur les ménages les plus modestes, y compris sur les chômeurs, y compris sur les smicards. Et quand on entend dire que la moitié des ménages ne payent pas d'impôt sur le revenu, je dois vous dire que ça me révolte. Ça me révolte. Parce qu'ils payent en revanche parce la qu'ils TVA. payent la TVA, ils payent les TIPP, toutes ces taxes indirectes, et ça pèse bien plus sur leur budget à eux, parce qu'à la fin du mois, il reste zéro sur le compte en banque. Tout est consommé et tout est soumis donc à cette TVA. Produire en France, hein, ça a été le slogan de François Bayrou. Mais vous avez l'air, dans votre dernier blog, là, d'être très sceptique. Alors, pourquoi produire en France, ça ne suffit pas?
Je suis très sceptique, enfin surtout c'est un slogan, comme vous l'avez dit, voilà, ce sont des mots creux. Ce sont des mots creux. Tous ceux qui brandissent le produire en France, le protectionnisme, etc., je trouve qu'ils lanternent les travailleurs. C'est simplement, c'est aujourd'hui que ça se passe, les licenciements et les fermetures d'usines. Et tout cela qui nous explique qu'il faut produire en France, qu'il faut réindustrialiser le pays, qu'il faut tout faire pour aller dans ce sens-là, ben, ils laissent faire les licencieurs. Ils laissent faire les fabricants de chômeurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y aurait une mesure effectivement à opposer à cela, c'est l'interdiction des licenciements. Mais aucun d'entre eux ne veut le faire. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ne veulent rien imposer, rien contraindre effectivement à ce grand patronat richissime. Donc quand ils expliquent produire en France, c'est vraiment des mots en l'air. C'est vraiment des mots en l'air. Qui décide de produire en France? Qui? Eh bien, c'est ce grand patronat sur lequel ils n'ont aucune prise, absolument aucune prise. Et on voit que leur patriotisme, c'est pas ça qui les étouffe, hein. Le seul patriotisme qu'ils connaissent, c'est le patriotisme de leur portefeuille et de leur coffre-fort. Donc là-dessus, non, les travailleurs, il faut qu'ils se concentrent justement sur leurs problèmes immédiats, sauver leur emploi, sauver leur... et sûrement pas qu'ils... se laissent lanterner. On va attendre combien d'années pour qu'ils veuillent bien investir et créer des emplois? Combien d'années faudra-t-il? Donc non, c'est aujourd'hui que ça se passe et il faut se battre effectivement pour ne pas être mis sur le carreau. Le cas Mélenchon, on va l'évoquer, puisque c'est une campagne qui pour le moment marche très fort, comme on dit. Est-ce que vous vous sentez phagocyté quelque part par Mélenchon? Est-ce que vous avez l'impression qu'il siphonne les voix de lutte ouvrière? Non, non, en tout cas, non, dans le sens qu'il n'est pas du tout sur le même terrain politique que nous. Nous défendons une politique communiste révolutionnaire, je mets en avant un programme de lutte. Lui nous explique qu'il faut un meilleur gouvernement de gauche. Et en réalité, il se divise le travail avec François Hollande. C'est une division du travail qu'on a là. C'est effectivement Jean-Luc Mélenchon qui cherche à s'adresser à l'électorat des classes populaires, qui a quand même encore sur le cœur un certain nombre de déceptions, un certain nombre de... Qui a quitté le Parti Socialiste parce qu'il était contre. Voilà, et puis cet électorat qui se dit quand même, les socialistes au pouvoir, ils sont jamais assez déterminés, ils ne vont pas assez de l'avant, donc il faut les pousser, il faut les secouer, etc. Donc Mélenchon s'adresse à ceux-là. Hollande à d'autres, et y compris ils cherchent des voix au centre, mais c'est une division du travail et ils sont d'accord en réalité pour construire ce gouvernement de gauche. Donc eh bien, tous ceux qui sont encore dans cette perspective-là et qui vous savez, qui n'est pas nouvelle, c'est en réalité la même politique que l'union de la gauche, que la gauche plurielle, version 2012. C'est une division du travail qui ne dit pas son nom, mais c'est quand même bel et bien cette politique-là qui n'est absolument pas la nôtre. Dernière question avant de vous laisser conclure. Est-ce que vous ne craignez quand même pas que la dispersion de la gauche fasse finalement élire le président de la République actuelle, réélire le président de la République actuelle? Alors, je crois que là, ce n'est pas un risque qui guette du tout dans cette élection. Non, je ne vois pas pourquoi. Et en l'occurrence, s'il y a un danger, c'est en tout cas pas de chez nous qu'il vient. Non, moi, je tiens justement dans cette campagne à faire entendre une toute autre voix. Cette voix communiste révolutionnaire et cette voix pour un programme de lutte. Ça sera une voix unique, justement, et qui aura donc une importance, une grande importance. Juste une minute pour conclure. Qu'est-ce que vous diriez aux gens, d'abord à qui vous vous adressez, à des jeunes, à des moins jeunes? Qu'est-ce que vous diriez, les yeux dans les yeux, à vos électeurs? Je leur dirais que voilà, tous ceux qui veulent refaire un mai 68, mais pour obtenir justement cette interdiction des licenciements, pour mettre un coup d'arrêt à cette hémorragie, à ce fléau qu'est le chômage. Tous ceux qui veulent un mai 68 pour imposer des augmentations de salaire et pour obtenir cette indexation qu'il faut sur toutes sur les salaires, sur les pensions de retraite, sur les allocations, et tous ceux aussi qui voudraient que les travailleurs puissent contrôler, puissent avoir leur mot à dire, puissent pouvoir divulguer tous les faits, les méfaits de ces grands groupes qui pèsent en fait sur les travailleurs, mais qui pèsent aussi sur les petites entreprises, qui pèsent en réalité sur toute la société. Tous ceux qui pensent que ces objectifs et ces revendications sont importantes et qui sont convaincus qu'on peut justement les imposer au travers de luttes, eh bien, il faut qu'ils le disent, qu'ils l'expriment, et ils pourront le faire en votant pour ma candidature. Et puis aussi, tous ceux qui ont encore
eh bien, cet idéal qu'on peut changer la société de fond en comble, qu'on peut aller dans une société mieux organisée, plus collectivement, vers une perspective communiste, eh bien, pourront aussi le dire. Merci Nathalie Arthaud. Je vous remercie.